RCJ, un média du Fonds social juif unifié. Cette émission pour RCJ et Academ est enregistrée quelques jours avant le premier tour des élections. Et c'est avec un historien que nous voulions parler de la situation dans laquelle celles-ci nous mettent. Et par nous, on peut entendre les électeurs en général, mais parmi eux les juifs qui sont dans une position très particulière. La situation pourrait être décrite comme suit. Un président de la République, dont tous les observateurs s'épuisent à essayer de comprendre les raisons profondes de sa décision de dissoudre l'Assemblée, plonge la France dans une crise où autour d'un bloc présidentiel affaibli surnagent deux blocs extrêmement polarisés, le Nouveau Front Populaire, dans lequel la LFI joue un rôle prépondérant, et le Rassemblement National. Alors si la situation est particulière pour les Juifs, c'est qu'à bien des écarts, ils apparaissent pris en étau. Si les élections législatives confirment la division de l'espace public national entre une alliance des droites autour du RN et une alliance des gauches autour de LFI, une nasse se sera refermée sur les Juifs de France, et avec eux sur l'ensemble des citoyens pour qui la démocratie, l'état de droit et le progrès social dans une Europe solidaire constituent un idéal. Les Juifs sont particulièrement sensibles ou réceptifs à cette situation dans la mesure où la question de l'antisémitisme, tradition de l'extrême droite, quand bien même celle-ci voudrait s'en défaire, mais aussi réalité devenue depuis plusieurs années toujours plus présente dans le discours de la LFI, est au cœur du débat qui agite ces élections. Comment en sommes-nous arrivés là, à ce point où la question juive, que je dis entre guillemets, fasse si violemment retour dans l'espace public ? Nous avons voulu en parler avec un historien parce qu'il est nécessaire de replacer cette actualité que nous traversons dans un temps plus long de l'histoire politique de la France. D'autant plus que le passé est constamment instrumentalisé, comme en témoigne par exemple le choix de nommer l'Union de la gauche Nouveau Front Populaire. Tal Brutman est spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme, un historien toujours très attentif à la manière avec laquelle le présent joue avec l'histoire et s'y réfère. Aussi, à une époque où plus personne ne se déclare publiquement antisémite, comme c'était encore le cas avant la guerre, son regard est toujours très éclairant pour pointer la persistance de cette haine spécifique quand elle devient le passager clandestin de discours qui se donnent comme raisonnables et peuvent apparaître comme acceptables. Alors, bonjour Tal Brutman. Ma première question, elle va être très très simple. Comment vous entendez ma brève description qui peut être discutable ici ou là, mais sur la position particulière dans laquelle il me semble que se trouvent les Juifs de France à l'heure de ces élections? Est-ce qu'elle vous paraît juste ? Et notamment ce sentiment d'étau, de nasse, et pour certains probablement de dilemme. Là, je parle plutôt des Juifs de gauche traditionnellement. Est-ce que ça vous paraît adéquat, ajusté à la situation ? Oui, ça reflète pour la situation de beaucoup de personnes parmi les Juifs de France, sans nul doute, mais on pourrait même élargir ça à d'autres populations. Pour les musulmans en France à l'heure actuelle, il y a aussi quelque chose qui est en train de se jouer. D'abord, face au RN et d'autres même, je ne parle même pas de Reconquête, voire de LR tendance dissidente, mais les musulmans d'un côté qui sont une cible directe de l'extrême droite ou de la droite très dure, et en même temps qui sont réifiés, c'est-à-dire relégués au rang d'objet par des gens comme ceux de la France Insoumise, puisque ceux de la France Insoumise jouent avec l'antisémitisme en se disant on va avoir les musulmans parce que les musulmans sont antisémites. Autrement dit, il y a les juifs d'un côté, les musulmans de l'autre, et les deux groupes sont le jeu des deux extrêmes, de ceux qui les instrumentalisent au gré de leur desiderata politique, en se disant, et là aussi, en ce qui concerne le RN, ça a été pensé, il y a notamment une déclaration de Louis Alliot il y a une dizaine d'années, qui consiste à dire, pour se dédiaboliser, il faut abandonner l'antisémitisme. Voilà, donc il y a cette pensée, c'est si on s'attaque à ce groupe-là, ça va nous ramener d'autres groupes. Ou si on n'attaque pas ce groupe-là, ça va nous ramener d'autres groupes. Et ça, c'est le jeu permanent de ces deux partis, même au-delà de partis politiques, ces deux partis qui se partagent le champ électoral. Et là où il y a tout un ensemble d'enjeux, c'est d'abord ceux qui sont pris dans cet étau, ce que vous avez décrit, mais c'est aussi, et là il y a un enjeu encore plus grand, voire plus important, c'est comment se positionnent les autres partis politiques. Et c'est ce que vous voulez dire, quels autres partis ? C'est-à-dire tous ceux qui sont on pourrait aller vite, Rassemblement National d'un côté, la France Insoumise de l'autre, qui sont les deux qui jouent avec le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et quelques autres saloperies. Et les partis de ce qui était traditionnellement appelé l'arc républicain. Sans oublier aussi que Renaissance et le président de la République jouent de cela également, en disant ni l'un ni l'autre, mais nous on est propres. Et donc, comment se positionne, on va dire, depuis
la droite, enfin depuis ce qui reste de l'ex-RPR, UMP, aujourd'hui Républicain. le squelette des Républicains dépouillé de ce qui est parti du côté de Marine Le Pen, jusqu'à le Parti communiste, qu'on le veuille ou non, quand on regarde ses positions et ses déclarations depuis le 7 octobre, le PC s'est très peu compromis dans des déclarations outrancières. Il est resté sur sa ligne traditionnelle, mais il n'est jamais sorti. Il n'y a pas de sortie du côté du PC, ou en tout cas des cadres majeurs du PC, comme la LFI se l'est autorisé dès le 8 octobre. Alors je comprends ce que vous dites, mais vous dites LFI, Rassemblement National. Le problème, c'est qu'on est dans une situation où il y a quelque chose, il y a un nouvel acteur qui s'appelle Nouveau Front Populaire, qui englobe la LFI, et c'est là où il y a ce sentiment de dilemme dont je parlais. Mais c'est ce que je viens de dire, l'enjeu, c'est comment se positionnent les partis de cet arc républicain, et justement, ça y répond en partie. Ceux qui sont positionnés à gauche de l'arc républicain, pour l'heure, n'ont pas vu de problème à s'allier avec la France insoumise, donc j'allais répondre à la question, n'ont pas vu de problème à s'allier avec la France insoumise, même si ils ont fait mine, ou pour partie d'entre eux, évoquer le problème que constitue le positionnement de la France insoumise, notamment sur l'antisémitisme, mais sur d'autres sujets aussi. La guerre en Ukraine en est un fondamental. Il y a des questions liées à la défense qui sont un problème fondamental. L'OTAN. Voilà. Et du coup, c'est en cela que je disais qu'il y a des enjeux d'autant plus importants, c'est comment ces partis-là vont se positionner par rapport au rejet de l'antisémitisme, au-delà de la position de principe qui consiste à dire « non, mais l'antisémitisme, c'est mal ». Bon, ça, on est au courant, ça fait des décennies que tout le monde le dit, mais en même temps, quand on voit un parti qui prend du poids, en l'occurrence à gauche, quelle est la position et l'attitude des autres partis de gauche ? En fait, ça ne disqualifie pas ce parti-là. Au contraire, il est dans le champ. Mais la situation, elle est quand même relativement claire. C'est-à-dire qu'à part quelques solitaires, on pourrait dire, je pense à Jérôme Gage, je pense à des gens comme ça, c'est silence total. C'est-à-dire qu'il y a la manière dont le discours s'est libéré après le 7 octobre au sein de LFI. On pensait qu'il allait être un petit peu mis en sourdine au moment des élections. C'est absolument pas le cas. Et il y a une persistance de la tactique de Mélenchon qui n'est pas contrariée presque jusqu'à Glucksmann, on pourrait dire. On dit... D'abord, il y a... En tout cas, qui est très euphémisé. Il y a très peu de choses qui sont dites. D'abord, il y a quand même dans votre lancement, vous avez parlé de la tradition de l'extrême droite en matière d'antisémitisme, qui est totalement réelle. Mais il ne faut pas non plus négliger une chose à gauche. Parce que, en plus, chez pas mal d'intellectuels ou de politiques ou de militants, il y a ce truc de dire antisémitisme à gauche ou antisémitisme de gauche. Sauf qu'il faut regarder les choses différemment. Que l'extrême droite, historiquement, structurellement, soit adossée sur l'antisémitisme, c'est une réalité. Jusqu'à aujourd'hui, on pourra y revenir. En revanche, se poser la question sur la gauche, aujourd'hui, ça devient très problématique. Ça devient très problématique parce que il y a encore quelques années, on disait, il y a eu Proudhon, puis Gued, tout ça, à la fin du 19e siècle, et puis après, ça s'est calmé, donc c'est bien qu'il n'y a pas d'antisémitisme à gauche. Il y a le moment Dreyfus qui mais pose la situation. Je vais y venir. Et puis, de temps en temps, il y a une âme perdue qui s'adonne à l'antisémitisme. Sauf que si on reprend les choses, et justement, le moment Dreyfus, on va y revenir. Mais d'abord, si on regarde depuis la fin du 19e siècle, et depuis les premiers penseurs de gauche, qui soient anarchistes, socialistes, ou ensuite marxistes... Ouais. Rappelons que Marx a écrit La question juive avant de revenir sur la position. On a, sur quasiment aujourd'hui 150 ans, une récurrence, une permanence d'antisémitisme à gauche qui est frappante. Parce que Jaurès, qui a eu des sorties antisémites, au moment de l'affaire Dreyfus, la posture et la position de Jaurès, elle est remarquable pour deux raisons. La première raison, c'est que Jaurès, qui a fait des sorties antisémites, notamment lors de tournées en Algérie, il se rend compte de son erreur, il revient là-dessus, il rompt avec l'antisémitisme, et c'est ce qui va imposer à ce qui sera par la suite la SFIO, le PS, c'est-à-dire le socialisme. Il impose ça. Et c'est d'autant plus remarquable que Jaurès l'impose en prenant fait et cause pour un bourgeois. C'est-à-dire que lui qui porte la lutte des classes, il rompt avec cette analyse-là pour dire il y a un bourgeois qui est accusé injustement parce qu'il est juif, victime d'antisémitisme, et donc ça c'est important.
il fait de l'antisémitisme un sujet qui transcende la classe. Dans un débat avec Jules Guesde, qui lui rappelle en permanence que précisément Dreyfus est un bourgeois. Exactement. Et donc, c'est la ligne Jaurès qui va gagner dans un premier temps. Et quand on parle du nouveau Front populaire, Léon Blum, on a quelque chose de très intéressant. La principale ligne au sein de la SFIO qui s'opposait à Léon Blum était menée par un homme qui s'appelait Faure, alors pas Olivier Faure, Paul Faure, qui était férocement antisémite et qui a attaqué Blum, notamment en le traitant de fils d'Israël. Donc, l'antisémitisme dans les années 30 au sein de la SFIO, il y était aussi. Et puis en 40, au moment notamment du 9-10 juillet 40, moment de l'organisation et du vote des pleins pouvoirs, une grande partie de la SFIO s'attaque sur une base d'antisémitisme contre Léon Blum. L'antisémitisme n'avait pas disparu à gauche. Puis on pourrait remonter comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il faut juste, rappelons deux choses avant d'en arriver au présent. D'abord, l'antisémitisme à partir de 48, dans le bloc de l'Est, ça s'appelle antisionisme. C'est le terme officiel qui permet par ailleurs à Staline de mettre en place sa politique antisémite, mais qui a commencé dès le début des années 40, y compris au cours de la Seconde Guerre mondiale, notamment avec la liquidation de tout un ensemble d'intellectuels juifs au cœur même de la Seconde Guerre mondiale, avec l'interdiction du livre noir, d'Ehrenburg et Grossman, puis ensuite les liquidations physiques de la fin des années 40 au début des années 50, jusqu'au procès des blouses blanches. Et la fin, c'est la mort de Staline, ce qui met un terme à cette explosion de politique antisémite. Mais il y a eu toute une série de procès antisémites dans le bloc de l'Est, avec notamment le procès de Prague, par exemple, qui a été très connu en France grâce au film de Costa Gavras avec Montand l'aveu, qui est un procès, alors, non pas antisémite, mais, ouvrez les guillemets, antisioniste. Contre, ouvrez les guillemets, puisque c'est le verbiage de l'antisémitisme soviétique, contre les cosmopolites sans racines, fermez les guillemets. Il y a toujours eu de l'antisémitisme à gauche. Il a été mis en œuvre comme politique d'État au sein du bloc de l'Est jusqu'aux années 80. Jusqu'aux années 68 en Pologne aussi. Oui, non, mais on va pas passer l'émission à l'expulsion de dizaines de milliers de juifs de Pologne en 68, encore pour motif de sionisme, avec l'obtention de passeports sans retour pour les juifs qui étaient poussés dehors, l'exclusion d'une flopée, notamment de fonctionnaires juifs polonais, et notamment d'universitaires. C'est pour ça qu'il y a eu énormément d'universitaires polonais, mais en fait juifs polonais qui sont venus en Allemagne ou en France à la fin des années 60, où le plus célèbre d'entre eux, c'est Jan Gross, lui, du côté des États-Unis. Et donc aujourd'hui, on pourrait même rappeler la vieille taupe qui est l'organe négationniste qui a très largement diffusé Forisson qui est une sorte de nazi, qui se positionne à la très très extrême droite, et qui est diffusé par une librairie d'ultra-gauche. Ouais, même un groupuscule d'ultra-gauche. Donc considérer qu'il n'y a pas que l'antisémitisme à gauche est accidentel, que ça serait un antisémitisme qui serait par hasard là, sur le temps long, ça tient pas la route. Alors, je vous arrête un tout petit instant pour que vous repreniez le fil. Oui, mais, et là je reprends le mot que vous aviez employé tout à l'heure, les âmes égarées. Quand même, Jaurès fait une sorte d'aggiornamento, disons, dans la gauche socialiste, qui va tenir, et à l'intérieur de laquelle, probablement, il y aura des âmes égarées. Probablement. Et derrière ça, il y a une ultra-gauche, et d'obédience, effectivement, soviétique, comme vous l'avez rappelé, etc. Mais, grosso modo, ça tient. Ça tient, mais il y a quelque chose qui ne tient plus depuis quelques années. Non, c'est plus compliqué que ça, parce que la ligne Jaurès, elle a tenu jusqu'au 10 juillet 40, en gros. Et c'est pas des âmes égarées. La ligne menée par Paul Faure est une ligne qui est l'antisémitisme de Paul Faure est partagé par une partie de sa ligne, et les autres qui sont sur sa ligne sont pas écœurés par cet antisémitisme. Alors que la logique, si on reprend la logique jaurésienne, c'est du moment que vous êtes antisémite, vous n'êtes pas fréquentable. Donc c'est pas des âmes égarées. Il va y avoir une refondation de la SFIO qui devient, l'EPS pour simplifier les choses, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais toujours sous la houlette de Léon Blum. Et donc là, l'antisémitisme reste disqualifié. Et ensuite, on peut passer au crible les hommes qui vont prendre la tête du PS, ou du PSU, c'est des hommes qui ne se sont pas compromis avec l'antisémitisme, y compris François Mitterrand. J'ai beaucoup à dire sur François Mitterrand, mais
Mitterrand, Rocard, on ne va pas remonter à Mendès France, ces hommes-là ne se sont jamais amusés avec l'antisémitisme. Ce qui a créé en France une idée fausse, mais une idée qui prédominait en France, c'est que l'antisémitisme était propre à l'extrême droite. C'est notamment à cause de la Shoah, puisque la Shoah, c'est quand même le résultat de la politique nazie épaulée par tous les régimes antisémites d'Europe d'extrême droite, fascistes, autoritaires. Et donc, avec la Shoah, l'antisémitisme est disqualifié. Et non seulement il est disqualifié, mais il devient l'apanage de la seule extrême droite. Et ce qui s'est passé en France, c'est qu'on n'a pas vu que dans le bloc de l'Est, l'antisémitisme continue à proliférer, à être mis en œuvre par tous ces régimes-là qui sont, eux, de gauche, voire... de gauche. Donc vouloir prétendre que c'est uniquement... La ligne jauresienne a couru jusqu'au début des années 2000. Non, la ligne jauresienne, elle a été cassée le 10 juillet 40, et une partie des hommes qui étaient contre Blum au sein de la SFIO ont rallié Vichy, ou d'autres au sortir de la guerre, comme Racinier, qui est aussi de gauche, qui est le père fondateur qui vient du Parti radical de gauche, je crois. Il a fait beaucoup de choses. Je rappelle pour les auditeurs que Racinier est un des pionniers du négationnisme. Oui, c'est un des pionniers du négationnisme, mais il vient de à peu près toute la gauche, quoi. SFIO, Anard, etc., etc. Mais dès la sortie de guerre, on a des hommes de la gauche, il est encore à gauche, qui s'adonnent au négationnisme ou à l'antisémitisme. Mais quand même, ça fait pas mouvement. C'est quand même je reprends votre expression, des âmes perdues, des âmes égarées. Non, c'est pas mon expression, c'est la vôtre, les âmes perdues. Ah, pardon. Mais ça fait mouvement. Ça fait mouvement à ceci près que ça n'agrège pas. La vieille taupe n'a jamais agrégé. Mais aujourd'hui, on est face à un parti, ou un mouvement, puisqu'il refuse de se qualifier de parti, mais c'est un parti quand même, la France Insoumise, dont le chef, le conducteur, on peut même le dire en allemand, le guide, en allemand ça dit Führer, le guide, s'adonne à l'antisémitisme depuis plus d'une décennie, sans que ça rebute les cadres et une partie des militants, les autres ont fini par quitter, et sur lesquels embraye la quasi-totalité des cadres. Là, pour le coup, ça agrège. Ça agrège. Et ça agrège pour tout un ensemble de raisons, parce que l'antisémitisme connaît un regain depuis 2 décennies, que en plus, il a trouvé à s'exprimer dans des endroits où on ne l'avait pas pensé ou pas vu arriver. Et un des meilleurs modèles, c'est David Guiraud, qui a reconnu lui-même, et la réception elle-même est très importante et intéressante. Il explique qu'il a tout appris en gros chez Soral et Dieudonné. Donc ce type vient d'un endroit très particulier. Mais ce qui est encore plus important ici, c'est la réception de ça. Ça a été publié dans Libération. Et est-ce que ça a fait des remous au sein de la France Insoumise, qu'un type qui se revendique de Soral et Dieudonné soit un des principaux cadres du parti? Absolument pas. Est-ce que ça fait des remous dans les autres partis qui constituent aujourd'hui le nouveau Front Populaire? Absolument pas. Alors que si un type qui aurait été chez LR ou chez Renaissance avait dit « j'ai tout appris chez Soral et Dieudonné », je pense que les critiques, voire la vague de protestation, auraient été considérables. C'est là où on voit qu'on est dans un moment très particulier. On peut dire ouais, j'ai bouffé aux mamelles, aux mannes de l'antisémitisme le plus crasse. Et où est le problème? Et non seulement j'ai bouffé à ces mamelles-là, mais je continue à le faire. Puisqu'il multiplie les déclarations, que ce soit à Tunis ou à Paris, qui jouent avec la ligne... Enfin, qui la dépasse. Non, mais qui joue avec la ligne du délit, au sens pénal du terme, mais qui la franchit très largement du point de vue intellectuel, à moins d'être stupide ou complaisant, il n'y a pas moyen de l'exonérer du fait qu'on a affaire à un antisémite forcené. Voilà. Mais alors, je pose une question à arriver à ce stade. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, jusqu'au début de la guerre, on pouvait se déclarer antisémite, publiquement, il n'y avait pas de problème avec ça. Il faut rappeler que le mot antisémite vient pour, on pourrait dire, donner ses lettres de noblesse à ce qui s'appelait autrefois la haine du juif, la Judenhass, et qu'au fond, c'était quelque chose dont on pouvait se revendiquer. Effectivement, après la Shoah, on ne peut plus se dire antisémite. C'est un mot qui est complètement disqualifié, et il y a presque l'illusion d'optique, pour beaucoup de gens, sauf pour les historiens, sauf pour les observateurs très aiguisés, que ça a globalement disparu. Là, on est dans une situation où, sans aucun doute, des phrases sonnent à notre oreille, ne nous trompe pas, on entend bien chez Guiraud
quand il parle des dragons célestes, chez tel autre, quand il évoque... je veux pas multiplier ici les exemples. Il y a aucun doute pour nous que ça s'entend comme des saillies antisémites, mais effectivement, ça ne franchit pas la barrière où il y a un délit. Je reprends là ce que vous disiez à propos de Guiraud. Et surtout, ces gens-là ne cessent de répéter qu'ils ne le sont pas antisémites. Et parmi eux, on pourrait se dire que probablement certains sont des cyniques absolus, mais d'autres, ça paraît beaucoup plus compliqué quand on suit leur discours. Il y a quelque chose qui peut apparaître comme de l'ordre du déni, quelque chose de l'ordre d'un « je sais, mais je sais bien, mais quand même ». Enfin, toutes sortes de phénomènes psychologiques très particuliers, parce que, évidemment, ces gens se définissent comme des bonnes personnes, du bon côté de l'histoire. Vous avez entendu comme l'expression « être du bon côté de l'histoire » a fait florès depuis quelques mois. Donc, pour eux, c'est inenvisageable de pouvoir se penser comme antisémite. Comment vous expliquez ce phénomène-là ? C'est-à-dire que ce sentiment, quand on allume la télévision et qu'on va sur les chaînes d'infos en continu, quand on est sur Twitter, où il y a une sorte de jeu de ping-pong permanent avec ceux qui disent « vous êtes antisémite, il n'y a aucun doute », et puis eux qui paraissent comme littéralement surpris de l'accusation qu'on leur fait. Et on ne se sort pas de ce va-et-vient permanent. Il y a plusieurs choses. D'abord, une partie d'entre eux sont bridés grâce ou à cause, ça dépend du point de vue, de la loi. Et une bonne partie d'entre eux sont en souffrance et ne peuvent pas faire leur coming out antisémite. Oui. Moi, j'appelle à ce qu'ils fassent leur coming out. Ça sera beaucoup plus simple pour eux. Ils pourront s'adonner librement à leur haine antisémite. Donc, et ça montre l'intérêt de la législation pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie. Ça constitue un élément fondamental. Toute une partie de ces gens-là, hommes et femmes politiques, se positionnent à gauche tout en prétendant que la gauche, ontologiquement, ne peut pas être antisémite, malgré tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc, étant à gauche, ils ne peuvent pas être antisémites. Pourquoi ? Parce qu'avec la Shoah, en particulier, mais pas que, et puis l'antisémitisme d'une façon générale, dans ses périodes les plus violentes, est très largement disqualifié. Étant disqualifié, on ne peut plus se dire antisémite. Il y a la loi, puis il y a aussi la réalité de la Shoah. Et c'est pas anodin qu'un type comme Guiraud se soit nourri chez Soral et Dieudonné, qui sont à la fois antisémites et négationnistes. Donc on voit que si on pouvait se débarrasser, si on se met à leur place, s'ils pouvaient se débarrasser de la Shoah, autrement dire qu'elle n'avait jamais existé, ils n'hésiteraient pas. Mais là aussi, ils sont tenus par le cadre de la loi. Donc il y a une partie d'entre eux qui sont des antisémites. Sauf qu'ils ne peuvent pas le dire publiquement parce qu'ils seraient doublement disqualifiés. La gauche s'arrange avec l'antisémitisme qui n'est pas assumé publiquement, ou celui qui joue avec les lignes, puisque justement, ça participe du jeu, c'est pas condamné, donc ça l'est pas. Et on pourra revenir là-dessus. Et puis, il y a tous ceux qui font mine de dire, ou de s'étonner, que telle ou telle sortie soit antisémite sans se poser de questions. Là, il y a quelque chose de très intéressant. Parce que dans le même temps, il y a eu toute une vague qui exigeait, et le plus souvent à juste titre, de s'interroger sur certaines choses. Il y a un exemple qui est très important. Un responsable politique des Verts, il y a quelques années, avait expliqué qu'il avait été lynché en public. Et des militantes de la question noire ont protesté en disant que le terme de lynchage ne pouvait pas être détourné comme cela parce que ça représente une réalité particulière, celle du sort des Noirs lynchés aux États-Unis, qui est propre à l'histoire de la négrophobie, c'est tout à fait justifié. Et donc, in fine, ça avait constitué un juste rappel qu'on ne peut pas faire dire ce qu'on veut aux mots. Donc, il y a eu toute une vague autour de comment est-ce que sur le racisme, la négrophobie, l'islamophobie ou l'homophobie, il y a des choses à revoir de façon générale dans la société. Et tous ces partis de gauche ont très largement souscrit à cela. Et ce qui, moi, en soi, ne me pose pas de problème tant que c'est fait dans un cadre rationnel, pas hystérique de toute la civilisation européenne ou française ou ce qu'on veut, est à jeter à la poubelle. Évidemment qu'il y a des choses qu'il faut interroger, comme en matière d'antisémitisme, où énormément d'intellectuels
de militants ont porté ces questions-là sur l'antisémitisme, y compris à la fin du 19e siècle. Donc on peut là aussi le réinscrire dans une longue histoire. Mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'on est face à des personnes qui disent « J'ai dit des trucs que vous qualifiez d'antisémites, mais qui le sont absolument pas. » Exactement. Et probablement, non seulement ils prétendent ne pas être antisémites, mais ils sont probablement très sincèrement convaincus que ça ne passe pas par eux, l'antisémitisme. Donc là, on est face à quelque chose d'extrême, d'un objet très particulier quand même. C'est vous qui supposez qu'ils pensent sincèrement que ça ne l'est pas. Je fais l'hypothèse qu'il y a dans cette mouvance des gens qui effectivement ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et s'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, qu'ils ont des exigences en ce qui concerne le racisme, l'homophobie et d'autres discriminations, mais qu'ils la refusent à l'antisémitisme, déjà de base, c'est un biais. S'ils ne sont pas capables de l'entendre pour l'antisémitisme alors qu'ils le revendiquent pour les autres, c'est un biais. Et quand ils viennent expliquer que c'est faux, que ce sont des attaques infamantes, ignobles, enfin tout ce qu'on veut, ce qui est intéressant, c'est que quand, par exemple, l'extrême droite multiplie ce type d'attaques sur les autres sujets, ils sont les premiers à dire que pas du tout, il faut s'interroger en profondeur sur telle ou telle question. Donc là, il y a un deux poids et deux mesures, puisqu'ils l'ont mis à la mode. Et du moment qu'il y a un deux poids et deux mesures, on peut s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que seulement sur l'antisémitisme, on tolère un certain nombre de choses? Donc vous pouvez estimer qu'ils sont sincèrement borgnes ou aveugles. Moi, j'irais entre deux possibilités. Il faut jamais... Les militaires ont souvent une expression pour comprendre un certain nombre de choses. Il faut jamais négliger la connerie comme explication. Ça, c'est la première explication, mais voilà. La deuxième, c'est s'ils refusent d'appliquer ce qu'ils revendiquent pour tout l'ensemble des autres formes de discrimination, c'est peut-être que cette discrimination-là ne leur est pas étrangère. Oui. Non, excusez-moi, j'ai besoin d'approfondir ce point. Il y a comment dire, il y a ce qu'on pourrait appeler la manière avec laquelle quelqu'un comme Mélenchon, suite d'ailleurs à ce qui s'est passé en Angleterre autour de l'affaire Corbyn, utilise la théorie du rayon paralysant. À savoir, on nous traite d'antisémites pour disqualifier l'ensemble de notre discours. C'est une chose. Là, on pourrait dire qu'il n'y a pas de doute que la mauvaise foi est totale et que le cynisme est hors de toute discussion possible. Vous avez fait allusion à une série de réactions, moi qui m'évoque immédiatement un texte que je pense que vous avez lu, qui est paru il y a 2-3 jours, qui a été diffusé par Mediapart, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, fait par un groupe, signé par un groupe d'intellectuels, d'historiens d'ailleurs. D'historiens, c'est intéressant, c'est des historiens qui écrivent ça. Et qui s'insurgent contre l'accusation d'antisémitisme qui est faite à LFI. Quand on lit ce texte, je pense que pour quelqu'un comme vous ou comme moi, il n'y a pas de doute qu'on est dans une forme très particulière de déni, de refoulement, de mauvaise foi, de forclusion, je ne sais pas quel mot employer, puisque c'est une sorte de casuistique qui vise à justifier chaque saillie que les Juifs pointent comme étant antisémites. Mais en même temps, on se dit que parmi ces gens qui ont signé la tribune, il y a des gens qui véritablement pensent que c'est juste, quoi, que c'est une manière d'intimider. Moi, je voudrais savoir ce que vous pouvez leur dire. Alors évidemment, il y a cette idée qui est qui est absolument imparable, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas aux Juifs, ne serait-ce qu'une chose, de faire valoir le droit qu'ils ont à exprimer l'expérience de ressentir un antisémitisme. Tout simplement, 92% des Juifs de France considèrent qu'il y a un problème avec le discours du LFI. Évidemment, c'est unique, vous avez raison. On n'autorise pas les Juifs, alors que toutes les autres minorités, non seulement on les autorise, mais on les pousse à faire ce travail-là. Moi m'interroge ce déni, quoi, ce refoulement, ce désir de ne pas voir. D'abord, il y a une chose, il faut revenir sur... et on va ouvrir une foultitude de guillemets, rayon paralysant inventé par Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'il faut bien comprendre avec le fameux rayon paralysant de Mélenchon, qui lui sert à discréditer les autres, c'est qu'en fait Mélenchon parle de lui-même. Et c'est là
Enfin, là, on a quelque chose de remarquable et d'édifiant. Il nous a théorisé ça il y a quelques années. Mais il faut remonter à une décennie. Il y a une décennie, Mélenchon, qui est un poutinien dans l'âme, un poutiniste dans l'âme, on choisit le terme qu'on veut, il a toujours défendu Poutine. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à le défendre. Alors maintenant, de façon moins virulente, mais il faut rappeler qu'au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, il était toujours sur la ligne de défense de Poutine. Mais au moment de l'exécution du principal opposant de Poutine, Boris Nemtsov, il y a environ une dizaine d'années, et là c'était devant des caméras de mémoire, Mélenchon avait expliqué que Nemtsov était un antisémite. Manière de justifier l'exécution et de dire que Poutine était le gentil. Oui, c'est vrai, je me souviens. Le journaliste qui fait face à Mélenchon, il dit « Vous dites n'importe quoi » et en plus Nemtsov était d'origine juive. Et là, Mélenchon dit « Oui, excusez-moi, je vous parlais d'Alexeï Navalny. » Lequel Alexeï Navalny est mort il n'y a pas si longtemps que ça dans les geôles de Poutine. Donc le rayon paralysant, c'est Mélenchon qui l'a inventé pour disqualifier les adversaires de celui duquel il est fan, en l'occurrence Vladimir Poutine. Ça, c'est la première chose. Autrement dit, quand il parle de rayon paralysant, il parle de lui et de ses méthodes. Et maintenant, il essaie de se défausser en disant c'est les autres qui font ça. Non, c'est lui qui l'a fait. Il l'a fait au service, en plus, de l'étranger, ce qui est quand même remarquable. Pour un parti qui se revendique nationaliste, quand même. Ensuite, sur cette pétition qui vient laver plus blanc que blanc l'antisémitisme à la RFI. C'est une longue tribune, c'est un long texte. Oui, justement, qui est très chiant. Qui est très chiant, mais qui est très chiant, très long. Non, justement, il n'est pas très intéressant. Non, mais il est intéressant comme symptôme, c'est ça. Ah oui, mais ça, déjà, il s'inscrit dans le plus pur style marxiste, c'est-à-dire, comme les mémoires de Lénine en 172 volumes, la vie de Staline en 143 volumes. On est dans là, on a des lignes et des lignes pour nous démontrer que Mélenchon n'est pas antisémite. Quand il dit que si Zemmour est extrémiste, c'est parce qu'il est juif, mais c'est pas du tout antisémite, c'est juste que les juifs sont traditionnellement de tradition. En gros, c'est ce que dit ça. Que si Guiraud a fait son mème antisémite, et d'ailleurs, ils n'utilisent pas le mot mème qui semble ignoré, puisque c'est un mème antisémite. C'est par hasard parce qu'il est fan du manga. En fait, non. Il est fan de Soral et Dieudonné. Et il a balancé un mème antisémite. Mais il en exonère. Sur la séparation du CRIF et de l'État aussi. Oui, non, mais on pourrait en faire des caisses. On pourrait faire le best-of des meilleures sorties antisémites des uns et des autres et de tous les passer au crible d'un Thomas Porte qui voit passer un tweet du GUD qui soutient Gaza et le Hamas et qui dit, vous voyez, mais l'extrême droite soutient Netanyahou. Enfin, faut être. On pourrait faire toute la liste. On pourrait rappeler Krima Hassan a retweeté du Soral aussi, qui soutenait Dieudonné. Et la liste, elle est très longue comme ça. Alma Dufour qui explique que l'hypercachère, c'est le Rassemblement national, en expliquant qu'un des vendeurs d'armes était proche du Rassemblement national. Donc là, les djihadistes disparaissent même du tableau. Et là, on a un mélange de tout. On a un mélange de déni de l'antisémitisme, utilisation d'Israël-Palestine, par ailleurs, qui est un autre sujet, même s'il sert pour les antisémites comme viatique. En soi, c'est un autre sujet. Les Juifs de France sont français. Et ils n'ont pas à se justifier d'être pour ou contre tel ou tel gouvernement. C'est depuis quand on demande... Enfin, les mêmes délégitimés à raison il y a quelques années, quand on mettait les musulmans de France au pied du mur en disant où est-ce que vous vous positionnez par rapport à tel ou tel gouvernement iranien, ce qu'on veut, ou Al-Qaïda. Mais là, pour les juifs, chaque juif qui prend la parole doit d'abord se dire s'il est pour ou contre Netanyahou. Non, un juif français peut dire s'il est pour ou contre l'homme qui vient de dissoudre de façon totalement stupide l'Assemblée nationale, à la rigueur, mais eux, on pourrait leur demander pourquoi ils sont des intellectuels organiques de tel ou tel parti politique, parce qu'on a affaire à des citoyens, des intellectuels organiques. Ensuite, alors oui, le texte est long, il faut arriver au bout du texte. Quand on arrive au bout du texte, il y a un truc qui relève du génie, mais qui est une reprise de ce qu'ont dit les élus de la France Insoumise, les cadres de la France Insoumise, comme preuve ultime qu'ils ne sont pas antisémites, c'est qu'ils n'ont jamais été condamnés par la justice pour antisémitisme, et ça figure dans cette tribune/pétition
signés, vous l'avez dit, par notamment des historiens, mais on va simplifier, par des chercheurs en sciences sociales, qui ont donc repris à leur compte cette exonération avancée par les élus et les cadres de la France insoumise. Et c'est là où on voit le biais intellectuel et idéologique. Ils le reprennent à leur compte, alors que là, cette tribune est notamment portée par David Dufresne, qui est spécialiste des violences policières. Je doute qu'il fasse ses études sur les violences policières en partant des décisions de justice. La tribune a été portée par Ludivine Bantini, militante du nouveau parti anticapitaliste, qui est violemment antisioniste, c'est son droit, enfin après tout. Et elle se fait une spécialité d'écrire dans ses études sur la France, sur l'islamophobie. Je doute qu'elle s'appuie, en matière de dénonciation de l'islamophobie, sur les jugements prononcés par la justice française. Comme je doute que tous ces chercheurs en sciences sociales, qu'ils soient historiens, sociologues ou autres, s'appuient sur les décisions de justice en ce qui se concerne, c'est ce qu'on évoquait au départ, les autres formes de discrimination ou de violence. Mais d'un coup, en ce qui concerne l'antisémitisme, parce qu'il n'y a pas de décision judiciaire, alors il n'y a pas d'antisémitisme. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de racisme en France, il n'y a pas d'homophobie en France, il n'y a pas de violence policière en France, puisque le nombre de décisions de justice sur ces sujets-là est infinitésimal. Fermez le banc. Ou alors double standard. Et là, on est face à un double standard auquel signe des deux mains tout un ensemble d'intellectuels. Donc, quand on est face à des intellectuels qui disent « pas de décision de justice, le sujet n'existe pas », la question, c'est pourquoi ils ne l'appliquent pas à leur champ de recherche. Et donc, la question, on pourrait dire, elle est vite répondue. C'est pas de la cécité. Quand vous refusez aux autres ce que vous appliquez aux uns, il y a un problème, un biais. Et quand il y a un biais en matière de racisme, en l'occurrence quand ça concerne les juifs, quand il y a un biais, ça s'appelle de l'antisémitisme. Donc ils y souscrivent d'une manière ou d'une autre. Je ne vous dis pas qu'ils sont tous antisémites, mais ils ont tous un problème à reconnaître qu'il y a des manifestations d'antisémitisme, puisque leur seul bouclier, c'est de dire qu'il n'y a pas de décision de justice. Mais un type du Rassemblement national pourrait vous dire que Paul Touvier n'était pas un antisémite, puisqu'il y a une décision de justice qui avait été donnée au départ par la Chambre de l'instruction en expliquant que Paul Touvier n'avait pas commis de crime contre l'humanité, etc. Il y avait eu un truc scandaleux, et le procès a failli ne pas avoir lieu. Il a fallu tout le génie du procureur Truche, qui avait trouvé une faille dans l'arrêté qui avait été rendu, et qui avait permis d'instruire une partie du procès. Mais 3 magistrats avaient déclaré que Touvier était coupable de rien. Et en allant par là, je peux vous dire que Marcel Déat n'a jamais été condamné pour antisémitisme, que Louis-Ferdinand Céline, à ma connaissance, non plus. En fait, on peut faire tous les antisémites les plus connus. Ils n'ont jamais été condamnés pour antisémitisme. Donc, ils ne sont pas antisémites. Non, mais évidemment. Je voudrais on a longuement évoqué là la question de l'antisémitisme tel qu'il s'exprime à LFI, la manière dont il y a des dénégations, la manière dont on peut y répondre, et vous nous avez fait toutes sortes de rappels très très utiles. Je voudrais revenir à cette idée qu'on avait introduite au tout début de l'émission sur le sentiment d'étau. Parce que il y a de l'autre côté du spectre politique, il y a une autre sorte de mystère, pourrait-on dire, ou de paradoxe, ou de situation étrange. C'est que un parti, le Rassemblement national, qui est traditionnellement antisémite, enfin en tout cas sous les auspices de ce qu'il a été avec à sa tête Jean-Marie Le Pen, s'appelant le Front National, aujourd'hui se déclare comme le bouclier des Juifs, fermez les guillemets, dit qu'il est le parti le plus sensible à la manière avec laquelle les Juifs sont victimes d'antisémitisme. J'ai entendu hier à la télévision un élu du Rassemblement national dire si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, il va y avoir des pogroms en France. Enfin, c'était hier à la télévision. Donc on est dans cette espèce de situation où c'est le Rassemblement national, un parti d'extrême droite, qui se met en scène comme étant le défenseur des Juifs. On sait que probablement des Juifs vont voter pour l'extrême droite. Comment vous voyez cette mutation du discours, de son apparence, cette manière avec laquelle le Front National est devenu le Rassemblement national aujourd'hui pour se situer de ce côté-là de la question de l'antisémitisme?
Il faut voir plusieurs choses. D'abord, l'extrême droite est constituée de plusieurs familles, comme l'extrême gauche, enfin comme tous les groupes politiques, il y a plusieurs familles. Il y a une famille qui demeure viscéralement, fondamentalement, de manière hystérique, antisémite, et qui l'exprime toujours. J'ai cité l'exemple des Gudars qui avaient balancé un tweet pour dire qui soutenait le Hamas. Alors, c'est passé un peu dans le flot des informations pré-élection européenne. Parmi les 38 listes, il y en avait un paquet qui était antisémite, donc il y a Dieudonné. Puis il y avait un parti qui s'appelait Forteresse Europe, créé par un avocat Gudard revendiqué, et qui dénonçait, je cite, le génocide à Gaza et le grand remplacement effectué par les Juifs à Gaza. Enfin voilà, donc ça montre le cadre mental. Donc il y avait des partis des listes ouvertement antisémites. Et puis, il y a le Rassemblement national, tel qu'il a été modelé par Marine Le Pen, avec un problème que Marine Le Pen a toujours, et les gens autour d'elle ont toujours évoqué, qui est le plafond de verre que le RN n'arrivait pas à franchir. Et j'ai cité tout à l'heure ce que disait Louis Alliot, mais aussi d'autres, que si on met l'antisémitisme sous le boisseau... Il faut abandonner l'antisémitisme. Il faut l'abandonner, ou en tout cas le mettre sous le boisseau, alors le plafond de verre va sauter. C'est ce qu'on constate. Parce que l'antisémitisme, et là, il y a plusieurs choses qu'il faut décrypter. L'antisémitisme, ça a eu payé. Ça paye plus. Ça a eu payé électoralement dans les années 30, fin du 19e siècle. Drummond est élu député d'Alger par les colons en Algérie sur un programme antisémite. Voilà, ça suffisait pour être élu. Dans la France de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme, ça ne vous permet plus d'être élu. Et bien qu'on soit dans une phase depuis 20 ans où l'antisémitisme s'exprime à plein, il y a un autre phénomène, et là, qui peut paraître contradictoire, qui est que l'antisémitisme recule dans la société. Il suffit de se rappeler, en octobre-novembre, quand la tension antisémite atteignait son maximum en France, il y avait des études d'opinion qui montraient qu'on avait plus des 2/3 des Français qui rejetaient l'antisémitisme. Or, sur le temps long, la proportion de Français qui rejettent l'antisémitisme ne cesse de croître. Ce qui est nouveau, c'est que depuis une vingtaine d'années, l'antisémitisme n'augmente pas. C'est l'expression de l'antisémitisme qui augmente. C'est pas qu'on a de nouveaux tenants de l'antisémitisme, c'est que l'antisémitisme a de moins en moins de pudeur de gazelle, pour citer un homme politique français. Alors ce phénomène-là, il peut être contrecarré par quelque chose d'autre qui vient d'être pointé par les études d'opinion, qui montrent qu'il y a une tendance chez les 18-24 ans, en gros, à voir de l'antisémitisme gagner. Pardon ? Chez les 18-24 ans, oui. On voit que l'antisémitisme devient plus important qu'autrefois. Donc ça peut annoncer que le recul de l'antisémitisme est peut-être arrivé à son terme, s'il n'y a rien qui est fait. Et là, d'un point de vue pédagogique, politique, cette génération-là, dont un quart aujourd'hui estime que pas un problème d'en vouloir aux Juifs pour ce qui se passe en Israël, est une génération qui est gangrénée par l'antisémitisme d'une manière plus importante proportionnellement que cela ne l'était avant. Et donc, pour le RN, si on se débarrasse de l'antisémitisme et des militants les plus excités sur le sujet, alors on pète le plafond de verre. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. À chaque fois qu'il y a eu un scandale avec tel ou tel militant qui levait le bras de Marine Le Pen, sans vergogne, les a virés. Elle a même rompu avec son père, ce qui n'est pas rien. Il ne faut pas non plus négliger les choses. Après, est-ce que le RN demeure un parti antisémite ? Il suffit de poser la question à Jordan Bardella, qui expliquait il y a quelques mois encore que en fait, Jean-Marie Le Pen n'avait jamais été antisémite. Et là, cette simple formulation, elle permet de voir à quel point il y a toujours un problème d'antisémitisme. C'est ce point que j'aimerais que vous développiez. Mais avant de le développer, il y a quand même un truc qui est génial. Parce que Bardella dit que Le Pen n'est pas antisémite. Pas de problème. Honnêtement, ne l'a jamais été. Ne l'a jamais été. Mais on a une ribambelle de chercheurs qui nous ont expliqué que Jean-Luc Mélenchon n'était pas antisémite. Donc pourquoi, après tout, on pourrait disqualifier Bardella et pas... Voilà. Mais bon, passons. Le Pen a été condamné pour antisémitisme. À ceci près que, de mémoire, j'ai pas souvenir que Le Pen se soit jamais revendiqué ouvertement antisémite. Et là, on retombe sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être antisémite ? Il a fait des déclarations, enfin, je veux dire, que ça soit clair,
il est antisémite, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est même négationniste, il a passé son temps à faire de la provocation avec ce sujet-là. Mais je n'ai pas souvenir qu'à l'instar d'un Drummond ou d'un Céline, il se soit ouvertement proclamé antisémite publiquement. Dans sa cuisine, c'est sûr que tous les jours, il devait le dire à tout le monde. Mais voilà, donc, il diffère pas des masses des autres, puisqu'il jouait avec la loi lui aussi, y compris avec l'histoire du détail, où il a dit, mais moi j'ai juste dit que c'est un détail, j'ai pas dit que ça n'avait pas existé. Donc il essayait de jouer aussi avec la loi. Mais le RN demeure un parti dont les cadres viennent des identitaires. Les identitaires ne sont pas des nazis, c'est une autre famille. Le RN n'est pas nazi. Il faut arrêter avec ça. Le RN n'est pas l'héritier des Waffen-SS qui l'ont fondé initialement. Le RN est un parti qui s'est remodelé au début des années 2000 sur plusieurs éléments idéologiques, notamment l'idée qu'il faut lutter contre l'islam, qui est un gros moteur aujourd'hui. Mais ce sont des identitaires, et l'antisémitisme n'est absolument pas étranger des identitaires. Donc l'antisémitisme reste là. Il est atone, il est confiné dans un coin, mais il est toujours là. Vous diriez que alors que l'expression s'y libérait d'un côté du spectre politique, l'expression, elle est contenue de l'autre côté du spectre politique, quelque chose comme ça. Elle est totalement... Oui, c'est exactement ça. Mais qu'elle existe. Elle existe. La réalité existe, mais son expression en est contenue. Mais sur certains cadres, il n'y a pas besoin de gratter très longtemps. C'est connu depuis des années, voire des décennies, que l'entourage direct de Marine Le Pen, pendant très longtemps, était constitué de gens qui venaient du GUD et qui étaient virulemment antisémites. Et on pourrait faire la liste et faire du name dropping sur des gens férocement antisémites. Donc voilà, il y a des gens au RN qui sont antisémites. Ça fait partie de leur construction idéologique. Sauf que la ligne du parti, le mot d'ordre, c'est de ne pas montrer d'antisémitisme. Que Bardella explique que Le Pen n'était pas antisémite, et là pour le coup la justice l'a condamné à plusieurs reprises là-dessus, mais même sans la justice, on sait qu'il est antisémite. Donc pourquoi Bardella dit qu'il n'est pas antisémite? Soit il n'était pas au courant, on peut en douter, soit parce qu'il y a un problème. Il y a un problème de dire qu'il y a de l'antisémitisme au RN, qu'il y en a eu et qu'il y en a encore aujourd'hui. Et évidemment qu'eux, ils ont une ligne idéologique qui est le contraire de celle de la LFI, où la LFI fait tout pour envoyer des signaux antisémites en disant « ils vont nous comprendre », alors que le RN fait tout pour ne pas avoir de déclarations tonitruantes. Mais justement, si on regarde par exemple certaines des déclarations de la campagne de 2017 de Marine Le Pen, il y a du dog whistling en permanence en matière d'antisémitisme. C'est-à-dire... Il faut expliquer ce que c'est le dog whistling. Peut-être que tout le monde ne connaît pas. Le dog whistling, c'est une manière d'envoyer des signes non explicites, mais que tous les initiés vont comprendre. Hein. Exemple quelque chose type, comme ça. prenons un au hasard, David Guiraud, qui tweet « Les Dragons Célestes », qui est un mème antisémite d'extrême droite. Là où on va remplacer le mot juif par un autre, tout le monde. Peut-être que le plus célèbre, c'est le fameux qui dans les manifestations. Vous savez, mais qui qui a été éphémère. Mais voilà, oui. qui a été éphémère, mais bon. Oui, voilà. mais Donc c'est une manière d'envoyer un signe. On n'ira pas au tribunal. On pourra toujours se cacher. Quand on regarde les discours de Marine Le Pen en 2017, par exemple, il y a toute une série de discours où elle attaque Emmanuel Macron comme étant un prototype de la banque d'affaires, et on était en pleine phase Macron, employé des Rothschild, qui avait prospéré autant chez les identitaires, notamment à Lyon, il y avait des manifs où on voyait Rothschild monter sur les épaules de Macron, ou le contraire, gros Macron, marionnette des Juifs, et même chose à l'extrême gauche, notamment chez les profs et chez les proches de la France insoumise. Dans le discours de Marine Le Pen, notamment un à Nice en 2017, il y a tous les mots, elle coche toutes les cases. L'oligarchie, le mondialisme, l'immigrationnisme, etc., etc. Tous les mots qui, dans la psyché, dans les représentations d'extrême droite, renvoient à l'antisémitisme. Et il suffit de rappeler, par exemple, l'attentat qui avait eu lieu dans une synagogue aux États-Unis il y a quelques années, où l'auteur de l'attentat avait expliqué qu'il s'était attaqué à une synagogue parce que c'était les Juifs qui étaient derrière le grand remplacement, pour faire simple. Donc ça renvoie, je vous dis pas que Marine Le Pen souscrit à ça, c'est pas du tout le cas. Par contre, tous les mots qu'elle a utilisés renvoient
à cet univers mental-là où le juif est un banquier d'affaires, où le juif favorise le mondialisme, le cosmopolitisme, qui n'est pas un nouveau mot dans l'antisémitisme, l'oligarchie, et on pourrait en faire des caisses pendant des heures. Donc évidemment que si on fait attention à son discours, il y a des mots qui renvoient à cela. Et étant qui elle est, et on ne peut pas lui faire grief de stupidité, je doute qu'elle ne le fasse pas à dessein. Comment vous interprétez l'existence d'un vote juif pour le Rassemblement national ? Parce qu'il y a, au sein des individus juifs, il faut aussi rappeler que la communauté juive, ça n'existe pas. Il y a des communautés juives, et puis il y a des juifs qui sont juifs, et voilà. Alors, parmi la population juive, des individus France, qui devraient être sensibles à la question des discriminations, du droit des minorités, comment parce que expliquer... les problèmes des uns ne sont pas les problèmes des autres, pas plus que, et ça vaut pour toutes les minorités, la négrophobie n'est pas le problème des juifs, comme l'antisémitisme n'est pas le problème des noirs. Voilà, alors que ça devrait, si on a une pensée universelle, ça devrait l'être. La négrophobie est mon problème. On pourrait dire que le judaïsme, dans sa tension universelle, a cette question du droit des minorités comme souci constant. Oui, si on regarde cet aspect-là du judaïsme, mais je ne suis pas sûr que les tenants de Ben Gvir aient ce souci-là. Par exemple, donc on peut idéaliser le judaïsme comme d'autres religions. Le christianisme, c'est aime ton prochain. C'est ce qui n'empêche pas les croisades, les pogroms ou l'esclavage. Donc il y a même chose en islam, où il y a aussi des passages qui appellent à l'amour du prochain. Donc chaque tenant de telle religion va dire, mais non, dans ma religion, il y a ceci ou cela. La réalité est qu'en général, quand on n'est pas concerné, c'est pas notre problème. Ensuite, pour expliquer pourquoi certaines personnes de culture juive ou de religion juive, ou qui se reconnaissent comme juives pour une raison ou une autre, peuvent être séduites par le RN ou Reconquête, par exemple, il y a aussi un certain nombre de réalités. Les attentats terroristes, Mera à Toulouse, l'hypercachère, les agressions Mireille Knoll, etc., et où on impute à des gens d'origine musulmane ce qui est commis par des extrémistes islamistes. Oui, mais on peut dire que la République a pu tenir. La République a tenu. Face à ces événements. Mais dans ce phénomène où il est facile de rejeter l'autre en bloc, et ça vaut pour tous, il suffit de voir l'explosion d'antisémitisme au sein de telle ou telle communauté plus particulièrement. Donc c'est pas propre à la population juive. Mais un des éléments d'explication, c'est celui-là. Il y en a d'autres. Pour les Juifs d'Algérie qui ont été chassés en 62, il y a aussi ça qui joue, ce ressentiment par rapport au fait d'avoir été chassés en 62 et qui nourrit, mais comme au sein de la population des Pieds-Noirs, c'est-à-dire les colons, enfin les descendants des colons, où ce ressentiment, il est très fort. Comment ils nous ont chassés de chez nous une première fois, ils vont nous chasser de chez nous une deuxième fois, si on prend le thème du grand remplacement comme un thème explicatif. Donc il y a tout un ensemble de choses qui expliquent que ce discours-là, il prend. Après, il faut aussi rappeler que le RN, comme Reconquête, il ne faut pas oublier Reconquête, Zemmour a prospéré en servant un discours antisémite proprement hallucinant, en réhabilitant Vichy, en réhabilitant Pétain, en réhabilitant même Laval, en salissant à nouveau Dreyfus. C'est pas rien. Enfin, n'importe quel homme ou femme politique qui se serait adonné à cela aurait été étripé par la population par la population juive. Éric Zemmour, lui, a repris les thèmes les plus forts de l'extrême droite traditionnelle, la maurassienne, pour dire que Dreyfus est coupable, c'est Charles Maurras, pour dire que Pétain, c'est propre. Charles Maurras, il est coupable, je le déduis de sa race. Voilà. Peu importe. Oui, peu importe, mais à propos de Dreyfus. Et Vichy, qui est d'inspiration maurassienne. Et donc là, en gros, Zemmour a lavé Vichy de tout antisémitisme et de toute compromission dans la Shoah. Voilà, il l'a dit d'une manière ou d'une autre. Il avait, par exemple, écrit dans un de ses bouquins
que Simone Veil se trouvait en zone libre et qu'elle se trouvait dans un havre de paix, en zone libre. Là où il y a depuis octobre 40, il y a le statut des Juifs, où depuis juillet 41, il y a la loi de spoliation, où on affichait les Juifs le 2 juin 41 et où en août 42, on arrêtait massivement les Juifs. Et voilà ce qu'écrit Zemmour. Donc, on est arrivé dans une période où depuis, pareil, une vingtaine d'années, on peut raconter à peu près n'importe quoi et on n'est pas disqualifié. On n'est pas disqualifié à l'extrême gauche, circonfère Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas disqualifié à l'extrême droite, voire au sein des populations qui devraient être concernées. Je ne comprends pas que des Juifs votent Zemmour juste sur le racisme anti-arabe ou anti-musulman, alors que dans le même temps, Zemmour aligne contre-vérité sur contre-vérité dans tous les domaines, à commencer par l'histoire des Juifs et de l'antisémitisme et de la Shoah. Malheureusement, on doit en terminer là, parce qu'on a fait un long parcours. Je fais une petite question à laquelle je vous demanderai de répondre très rapidement. Revenons à cette idée du dilemme. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose comme un dilemme pour un individu juif dans cette élection ? Un dilemme, un étau, un problème qui lui est très spécifique. Sans doute, oui. Oui, il y a un dilemme, mais est-ce qu'il est propre aux Juifs ? Je ne suis pas certain. Sauf que les Juifs sont pris au piège de l'antisémitisme, et l'antisémitisme en ce moment est très largement partagé en France. Je ne dis pas qu'il soit majoritaire, mais il est très largement partagé sur l'échiquier politique. Donc, est-ce qu'il y a un dilemme ? Est-ce qu'il y a matière à voter pour un parti identitaire ? Ce n'est pas un dilemme, la réponse est non. Est-ce qu'il y a matière à voter pour des gens dont le chef de parti explique que c'est les Juifs qui ont tué Jésus ? La réponse est non. Après, la France ne se réduit pas à ces deux partis-là. Je vous remercie beaucoup, Tal Brugman, de cette discussion qu'on enregistre encore une fois qu'à quelques jours des élections et où il nous importait de revenir sur cette situation très particulière que nous traversons en ce moment. Je vous remercie.